Bonjour et bienvenue sur Digital Event, le MAG, l'émission qui vous informe sur l'actualité de l'événementiel et l'événementiel virtuel. Lorsqu'on pense à l'événementiel sportif, on a souvent en tête des événements internationaux comme la Coupe du Monde, les JO ou encore Roland-Garros. Mais la France est réellement marquée par une identité sportive très importante, avec des événements à toute échelle. En réalité, l'Hexagone abrite chaque année plus de 2,5 millions de manifestations sportives, avec donc un marché de 37 milliards d'euros, ce qui représente 2% du PIB français. Ce dynamisme économique est dû à une mutation constante dans l'événementiel sportif, notamment l'essor de la diffusion digitale qui a totalement fait évoluer ce secteur en permettant donc l'émergence de nouvelles solutions digitales et de disciplines telles que l'e-sport. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour traiter de cet acteur majeur de l'événementiel en France afin de comprendre son évolution et ses nouveaux enjeux. Finalement, l'événementiel sportif en 2021, quelle perspective ? Le record du monde! Pour cette édition, j'ai le plaisir donc d'accueillir sur le plateau avec moi Sacha Memran, donc manager des Blue Stars, équipe de football américain marseillaise. J'ai également donc Monsieur Châtelain, président de Centurio, agence événementielle de e-sport, accompagné de Léo Intronati, e-sportif donc professionnel et ex-champion de France donc de Counter-Strike. Et pour finir, nous avons à mes côtés et à nos côtés Laurie Chordoukian, donc chargée événementielle pour le BZ Team et également chargée de communication pour la marque WizWedge. Nous avons aussi donc la chance d'échanger avec Monsieur Sauvin-Magnier, vice-président et délégué du e-sport de la CCI du Pays d'Arles, qui sera avec nous en duplex. Et pour finir, nous aurons notre experte en digital, Marie Viel, qui nous aidera à mieux comprendre les enjeux de l'événementiel sportif dans sa chronique 4.0. Une première question afin d'introduire sereinement le sujet. Vous êtes plutôt PSG ou plutôt OM ? Allez, l'OM. Effectivement, non, pour un peu plus de sérieux, quelle importance a selon vous l'événementiel dans le sport ? Donc Sacha, un avis sur la question ? En tout cas, dans le sport de très haut niveau, ou le sport qui va être un peu plus médiatisé, je pense que ça va de pair. Et c'est deux entités qui vont ensemble et qu'il faut développer ensemble pour qu'on puisse faire de belles choses, je pense, dans le sport. Tout à fait. Et vous, Monsieur Châtelain, qu'est-ce que vous en pensez ? Mon avis, c'est que le sport et l'e-sport, avant toute chose, c'est des confrontations. Peu importe le niveau, une confrontation, c'est un événement, même si c'est un petit match amateur jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Et une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que tout est événementiel dans le sport et l'e-sport. Donc c'est vraiment un vecteur majeur et primordial de transmission des émotions, de partage, etc. Donc c'est très 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 important. Tout à fait. Quelque chose à ajouter peut-être, Monsieur Sauvin-Magnier, qui est avec nous donc en duplex ? Écoutez, je pense que c'était une belle définition, non ? Ça va bien comme ça. D'accord. Et Laurie ? Comme ça a été dit, je trouve que c'est important de pouvoir créer des événements autour du sport pour avant tout transmettre l'émotion, puisque le sport, ça peut être aussi un spectacle parfois, et donner envie aux personnes de aussi pratiquer à leur tour. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et vous, en tant que e-sportif, donc Léo, un avis sur la question ? Moi, à mon goût, les événements font la définition même de l'e-sport. En soi, aujourd'hui, ça va faire une dizaine d'années que j'évolue dans ce milieu-là et effectivement, c'est que les événements réels qui apportent autant d'émotions et tout le dynamisme qu'il peut y avoir autour de cette discipline, le sport et l'e-sport. Très bien. Écoutez, je comprends tout à fait vos opinions. C'est vrai que sport et événements vont évidemment de pair. Et on va donc avec ce qui est très important dans le sport, c'est le partage. Donc forcément, l'événement sera nécessaire. Donc Sacha, je me retourne vers vous donc, pour commencer cette émission. Puisque vous êtes manager des Blue Stars et que vous avez forcément un petit avis sur l'événementiel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette équipe, est-ce que vous pouvez un petit peu nous les présenter et nous faire part de vos ambitions ?
Alors les Blue Stars de Marseille, c'est un club de football américain, mais pas que, puisqu'on fait aussi du flag football, qui est une version, on va dire, un peu comme le toucher au rugby, et du cheerleading. Donc on a la chance d'avoir un club qui est très mixte. On a des garçons, des filles, et ça va de tout âge, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui ont 6 ans, et ça va jusqu'à des seniors qui ont plus de 40 ans. Donc on a la chance d'avoir tout ce beau groupe qui se réunit et créer une belle famille, et qui sportivement réussit plutôt bien, parce qu'on fait partie des 3 meilleurs clubs français, et on est, on va dire, aux portes du top 20 européen, et on a pour ambition de continuer à évoluer, de remporter notre premier championnat de France de première division pour la saison qui vient, et peut-être d'intégrer après le championnat européen. Super. Mais écoutez, pour agrémenter ces propos, je vous laisse découvrir en images les Blue Stars de Marseille. Donc, Sacha, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer vraiment comment s'articule l'organisation d'un événement et quel est vraiment votre environnement de travail, comment vous fonctionnez? Alors, nous, sur l'année, déjà, les événements vont être totalement différents d'une période à l'autre de l'année. Donc, par exemple, de septembre à décembre, ça va être relativement calme parce que le championnat n'a pas encore commencé. Donc, ça va être plus des événements qui vont être orientés, par exemple, business. Ça va permettre de mettre en avant notre business club. Plus portes ouvertes aussi pour accueillir de nouveaux licenciés et faire découvrir la pratique. On essaye aussi de passer du temps dans les écoles pour faire découvrir notre sport et accompagner nos partenaires dans leur développement. Et après, à partir de janvier jusqu'à, on va dire, mois de juin, juillet, on va prendre plus une tournure un peu sportive, et on va avoir des événements qui vont avoir plus ou moins plusieurs niveaux, puisqu'on va avoir des petits événements pour nos sections jeunes ou nos sections seniors, on va dire équipe réserve, ou nos cheerleading. Mais par contre, pour l'équipe senior première division, on joue au Stade de l'Or, donc c'est quand même des événements qui sont relativement gros, qui demandent beaucoup d'organisation. On travaille sur du digital, puisque nos matchs sont diffusés en live sur Facebook, donc on a une vraie organisation qui se met en place tout autour de nos matchs. Et cette année, on va essayer aussi de faire des émissions autour de notre saison pour parler de l'actualité, que ce soit nos partenaires et aussi nos licenciés et notre actualité sportive. D'accord, je comprends. Monsieur Châtelain, je me permets de vous faire réagir à cette question parce que on se demande si finalement l'organisation d'événements e-sportifs est vraiment similaire à un événement de sport dit classique. Je pense que même s'il y a des détails techniques qui diffèrent évidemment, parce que nous on va plus parler de réseau, d'infrastructures techniques, etc. Mais dans la méthodologie principale, on va retrouver beaucoup de similitudes. On part d'un brief, d'un besoin client, on va chercher à répondre à des enjeux, et ensuite le rôle de l'agence, qu'elle soit dans l'événementiel sportif, e-sportif, culturel, peu importe, on va devoir imaginer, créer, concevoir une réponse à ces enjeux stratégiques, avec un événement qui doit être viable, pérenne, équilibré financièrement, original, qui intéresse le public, les différents publics, les visiteurs, mais aussi les participants, parce qu'il faut qu'il y ait du challenge pour les e-sportifs, comme pour les sportifs, il faut qu'il y ait un enjeu à la fin, que la médaille ait de la valeur. Donc je pense qu'il y a énormément de similitudes entre l'événementiel sportif et e-sportif. De la même manière, il y a énormément de similitudes entre le sport et l'e-sport de manière générale, de toute façon. Tout à fait, effectivement. Et donc Sacha, je reviens vers vous. Du coup, à cause de la crise du Covid, est-ce que vous avez pu organiser quand même des événements et comment les Blue Stars préparent leur rentrée? Alors ça a été une dernière année assez particulière parce que de toute façon on a eu 2 saisons coupées complètes au niveau sportif sur le terrain. Donc on n'a pas eu de compétition officielle on va dire sur les 2 dernières années. On a essayé la première année donc en 2020 au début du confinement, donc on a eu des événements e-sport donc justement qu'on a essayé de mettre en place pour faire vivre un peu le club, l'association et faire quelque chose de notre année, pas avoir le sentiment d'avoir rien fait et attendu que ça se passe. Donc ça s'est super bien passé. Après on a eu une nouvelle saison qui a démarré en espérant pouvoir jouer. Finalement ça s'est pas fait. On a réussi quand même à faire quelques événements. On a pu travailler par exemple nous sur notre partie business et développer tout notre aspect business avec des rendez-vous partenaires, des déjeuners business. Donc ça a été la partie qu'on a pu travailler et depuis 1 mois et demi on a pu reprendre on va dire une activité plus ou moins classique sportive, même s'il n'y a pas eu de vraie compétition officielle.
Et on espère que pour la rentrée 2021, ça se passe plus ou moins normalement et que pour la saison à venir, on ait une activité sportive. Bah écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc le digital a pu être quelque part une solution pour vous en attendant. Et j'espère qu'on va pouvoir vous soutenir en tout cas cette année en 2021 et 2022. Monsieur Châtelain, donc je vous ai fait intervenir car vous êtes le président donc, de Centurio, agence événementielle de e-sport, acteur majeur du e-sport dans le Sud. J'aimerais maintenant que vous nous présentiez un petit peu plus votre agence. Oui, alors on est une agence de communication et d'événementiel spécialisée jeux vidéo et e-sport. On produit des compétitions de jeux vidéo à différents niveaux, que ce soit amateur ou professionnel. On produit des petites animations dans des centres commerciaux, mais aussi bien des grands événements comme Maximus Cup, dont on va parler tout à l'heure, avec beaucoup de scénographie, du show, des milliers de visiteurs, des centaines de milliers de viewers sur Internet, beaucoup de cash prize, des équipes professionnelles. Voilà, donc on va du tout petit événement au gros événement. Et pendant les confinements, du coup, on a pivoté et on a rajouté une corde à notre arc, qui est la production de contenu audiovisuel. Donc aujourd'hui, on fait des shootings photos, de la production de vidéos, de la gestion de chaîne YouTube pour des joueurs, des influenceurs ou différentes marques. Donc ça, c'est un truc qui est venu un peu renforcer notre position. Et voilà. Vous, en tant qu'agence événementielle, forcément, les jeux vidéo sont des pratiques qui touchent beaucoup les jeunes. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de sensibiliser les jeunes générations au e-sport? C'est plus que nécessaire, c'est primordial. On se rend compte, en fait, aujourd'hui, nous, on fait beaucoup de sensibilisation à chaque événement. On essaye d'apporter des stands de sensibilisation, de prévention. Et on se rend compte au fur et à mesure, voilà, ça fait 15 ans qu'on fait des événements avec du jeu vidéo. Et quelque chose que les gens ne réalisent pas avant que nous on l'explique, c'est que les personnes qu'il faut le plus informer et sensibiliser, ce ne sont pas forcément les jeunes, c'est plutôt leur entourage, les parents, les professeurs, mais aussi dans les clubs sportifs. Récemment, on a formé des dirigeants de clubs sportifs pour qu'ils comprennent ce qui se passe, qu'ils comprennent l'e-sport, qu'ils aient les éléments de langage et qu'ils puissent discuter avec les jeunes après, que ce soit un entraînement de football américain, de gymnastique, peu importe. Mais les gamins, on le sait aujourd'hui, passent beaucoup plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'à regarder la télé, qu'à lire des livres et peut-être aussi qu'à faire du sport. Donc on peut rien faire contre ça. Mais il faut quand même avoir le discours adapté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entité identifiée pour répondre à ces questions-là. Donc, sur tous les événements qu'on produit, on met un maximum de sensibilisation et de prévention, à la fois à destination des jeunes, ou des joueurs, on va dire, parce qu'ils ne sont pas toujours jeunes, mais aussi de leur entourage, des parents, des professeurs, des encadrants sportifs, etc. Bah écoutez, c'est un très beau rôle que vous jouez. Et donc, une dernière question pour vous, Monsieur Châtelain. Quel est le plus gros événement que vous ayez organisé et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, le plus gros, en termes de défis qu'on s'est donnés, et je pense que du coup Nicolas le confirmera, en termes d'énergie et de nuit blanche qu'on a dû passer, en termes de budget, de quantité de travail, de staff mobilisé, etc. C'est clairement Maximus Cup, les 3 éditions de Maximus Cup, donc on en reparlera tout à l'heure avec Nicolas Sondamanier. Mais voilà, pour nous c'est une grosse fierté d'avoir pu accomplir ça. On est très heureux aussi de faire des toutes petites OP, de la sensibilisation, plein de choses où voilà, c'est différent. Mais les productions qu'on a réalisées sur Maximus Cup, c'est vraiment des choses qui sont énormes. Et notamment la première édition, le défi était incroyable. En 2 mois et demi, 3 mois, d'organiser le plus grand tournoi League of Legends de France, de l'histoire. Donc, et on l'a réussi. Et du coup, voilà. Donc notre plus grosse référence à l'agence aujourd'hui, c'est Maximus Cup. D'accord, j'ai le plaisir de présenter aux spectateurs cette réussite, donc Maximus Cup, réalisée donc par Centurio. Alors, qu'est-ce que tu fais dans les temps? Donc voilà, je vous ai laissé apprécier l'événement. Je rebondis donc avec Monsieur Sondamanier, donc qui est en fait à l'initiative de Maximus Cup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus au sujet de cet événement? Donc Maximus Cup, c'est un événement qui est à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles, qui a fait sa première édition, on va dire sur un coup de tête en 2017.
puisqu'en fait c'est un défi que nous a lancé notre président de savoir si on était capable d'organiser une compétition d'e-sport. L'idée lui a pris en septembre 2017 et Maximus, la première édition, est née au mois de décembre. C'est pour ça que Pierre parlait de quelques nuits blanches, notamment, puisque c'est un événement qui est quand même l'un des plus gros de France, avec un mix entre joueurs professionnels et joueurs amateurs, avec une photographie importante, des moyens techniques qui sont importants aussi pour le stream, etc. Il faut de gros accès Internet, des fibres, des kilomètres de câbles réseau, des switches. Donc ça a été une aventure effectivement assez intense pour la première édition et qui a rencontré du succès auprès du public, mais aussi auprès des joueurs, y compris professionnels, qui nous ont remercié de la qualité de l'organisation de la première édition et nous ont donné envie donc d'organiser la Maximus 2 et 3 en 2018-2019. Malheureusement, 2020 n'a pas vu de Maximus 4 à cause de la situation sanitaire. Puis on se concentrera sur une grosse édition en 2022. Donc pour vos équipes, derrière de tels événements, quelles sont concrètement vos ambitions? Alors, des ambitions, c'était plutôt des objectifs. Donc, trouver une chambre de commerce à l'organisation d'un événement e-sport, ça semble paradoxal, mais si on analyse un petit peu la situation, la vocation d'une chambre de commerce, c'est principalement de participer au développement économique de son territoire. La deuxième, les chambres de commerce sont, après l'éducation nationale, le plus gros organisme formateur en France. Donc derrière l'organisation de cet événement, on a rempli ces deux missions. La première, un événement on va dire en arrière-saison. Arles, c'est le sud de la France, donc on a du monde d'avril à octobre. En décembre, les hôtels réduisent leur capacité ou ferment, etc. Organiser un événement qui va faire déplacer des joueurs de toute la France dans cette période-là, c'est remplir les hôtels quand ils sont vides, remplir les restaurants quand il y a moins de monde. Donc sur l'aspect développement économique, on est en plein dedans avec l'organisation de l'événement. Et d'autre part, on souhaitait observer ce milieu que l'on connaissait quasiment pas, pour y découvrir les talents, les métiers qui sont nécessaires à la fois à la pratique et à l'organisation de l'événement. Et qui dit métier, dit donc filière, formation, et à nouveau on revient dans la mission d'une chambre de commerce. Rebondir justement sur cette activité économique-là pour savoir si éventuellement des événements en digital comme Maximus Cup, si le faire en format digital pouvait vous intéresser éventuellement à l'avenir et si vous pensez que ça peut être un format intéressant pour la CCI du Pays d'Arles. Alors c'est un complément. C'est un complément. On voit qu'aujourd'hui, les joueurs, on faisait des parallèles avec du sport avant l'émission, les joueurs ils sont ravis de se retrouver ensemble physiquement sur le même site et partager. Il y a une ambiance qui se fait et qu'on a moins quand on joue à distance. Par contre, le digital est un complément indispensable. Je ne sais pas si Pierre, tu as en tête les chiffres du stream sur Fortnite sur l'édition 2018. Voilà, il y a les gens qui sont venus, qui ont participé, qui ont joué, puis on a les téléspectateurs qui ont suivi le stream sur Twitch le dimanche. On avait, je sais pas, 200 000 personnes qui sont venus sur le stream suivre les compétitions. Donc voilà. Je ne pense pas qu'on puisse opposer le physique et le digital. C'est un complément indispensable. Écoutez, Monsieur Sauvant-Magnier, je vous remercie vraiment pour ce témoignage qui nous permet en fait vraiment de mieux comprendre les enjeux du e-sport et à quel point finalement ça peut porter une région du point de vue économique tout simplement. Merci encore une fois. Je passe maintenant donc à notre e-sportif national, Monsieur Intranotti. Donc maintenant, afin de mieux comprendre, si vous voulez, le parcours du e-sportif, je voulais déjà vous demander déjà votre parcours et votre palmarès. Alors, moi, ça fait pratiquement 8 ans que j'évolue dans la compétition sur Counter-Strike. Un jeu, donc quand on est joueur professionnel, en devenir ou professionnel, on évolue que dans une seule pratique. En général, c'est un peu comme le sport, on n'a pas vraiment le temps de pouvoir participer à d'autres compétitions, d'autres jeux, etc. Être joueur professionnel, ça a évolué dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, c'était pas
les mêmes besoins qu'on avait. La compétition n'était pas aussi bien structurée qu'aujourd'hui. Donc pour revenir à moi, moi j'ai évolué donc sur ce jeu depuis mon plus jeune âge. Et par contre, j'ai fait mes études avant de décider de devenir joueur professionnel. Donc j'ai démarré assez tard, à 21 ans. Et voilà, donc depuis 2014 à peu près, j'évolue en France au niveau national dans toutes les compétitions qui sont proposées. Donc par exemple la Gaming Gen, une des associations françaises qui permet aux joueurs de différents jeux de pouvoir vivre de leur passion. À la base, c'est l'idée. Et puis donc voilà, le développement donc, de ces associations, des organismes privés qui s'ajoutent aussi à ça, qui permettent d'augmenter considérablement le cash à gagner dans ces compétitions, etc., permet donc de pouvoir avoir un parcours professionnel dans ce milieu-là. Voilà. D'accord. Et donc vous parliez de passion, mais je voulais savoir, vous, comment vraiment vous avez développé cette passion-là du e-sport? Moi, comme je disais, j'ai commencé très jeune. J'avais 2 grands frères qui ont énormément joué. Et du coup, ça a été d'abord par passion. Ça a été difficile à gérer pour ma famille, par exemple. On en parlait tout à l'heure, encore une fois, mais les parents qui ont beaucoup de mal à gérer ça pendant l'adolescence, etc. On a envie de jouer tout le temps et c'est peut-être trop. Et du coup, cette évolution-là a fait que plus tard, après mes études, j'ai décidé de laisser de côté ma carrière professionnelle plutôt classique pour tenter l'aventure dans ce milieu-là. Voilà. D'accord. Et donc, une question aussi sur, si vous voulez, les clés de la réussite d'un sportif. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on se démarque au point de vue professionnel, au niveau professionnel? Alors, de mon point de vue, encore une fois, il y a différents types de personnes dans ce monde. Il y a des gens qui sont très talentueux sans avoir forcément beaucoup travaillé, donc dans un domaine en particulier. Donc pour le coup, ces jeunes-là, je n'aurais pas vraiment la clé pour dire pour quelles raisons ils arrivent à exploser dans ce domaine-là, mais certainement c'est le talent, donc, j'en reviens à ce que je disais au début. Mais après, donc, une fois qu'on passe ce point-là, donc le talent, effectivement, c'est comme dans tous les milieux. Il faut savoir avoir de la rigueur, être persévérant, parce que devenir joueur professionnel, ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup d'heures de travail, des sacrifices, parce qu'on passe du temps à faire ça et pas autre chose. Et voilà, et beaucoup de passion pour avoir cet entrain pour aller chercher à devenir joueur professionnel. Mais évidemment, la carotte n'est pas le fait d'être joueur professionnel, c'est d'abord le fait d'apprécier énormément ce domaine-là, de faire des rencontres et tout. Parce que comme, pour y revenir encore une fois, l'e-sport, c'est comme le sport, il y a aussi tout cet aspect où il y a la rencontre, etc. Mais le partage, même si on est sur Internet, il y a un moment où la compétition, elle va plus loin que ça, et on se rencontre, etc. Et donc c'est tout cet aspect-là aussi qui donne envie d'évoluer dans ce milieu-là. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, je trouve que tu as fait un bon parallèle entre le talent et la préparation, et ça va vachement correspondre à ce que nous, on a dans notre sport en tout cas. On peut avoir des gamins qui sont super talentueux, mais qui ne sont pas spécialement bosseurs. Et on sait que ce n'est pas ceux qu'on va retrouver au plus haut niveau derrière, c'est ceux qui vont bosser le plus et qui vont s'entraîner au quotidien et qui vont avoir une certaine rigueur. Et c'est un bon parallèle, je trouve, entre le sport et le e-sport. Ouais. Merci. Et donc, vous parlez de rencontres et finalement, cette année, quelles sont les futures grandes échéances dans le e-sport, les futures compétitions? En octobre, je sais qu'il y a l'invitationnel de Dota, donc c'est le plus gros tournoi e-sportif en général, en dehors de... Avec le plus gros cash prize. Avec le plus gros cash prize. Et voilà, donc il y a Dota. Sur Counter-Strike, il vient d'avoir Cologne, donc c'est un événement à Berlin, un énorme événement et tout, un des premiers qui a réouvert après la Covid. Avec 2 Français en finale. Voilà. Et voilà, donc il y a en perspective plein d'événements hyper intéressants à venir, et je pense que j'espère que la descente là, de ce Covid et le fait que ça puisse s'améliorer va permettre donc à l'événementiel e-sportif de pouvoir redémarrer sur les chapeaux de roue. On espère évidemment aussi. Juste avant, si je peux me permettre, parce qu'il fait un excès d'humilité, il n'en a pas parlé. Il a quand même gagné les ECN, donc les ESL championnats nationaux sur Counter-Strike
à la Maximus Cup. Donc je me permets d'en parler parce que c'est un événement qu'on a produit avec Nicolas. Mais il a été titré du coup champion de France et il n'y en a pas eu derrière parce qu'il y a eu le Covid. Donc actuellement, tu as encore la ceinture de champion de France de foot en 5. Notre joueur national. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Châtelain, d'avoir un peu repris le lead. Donc Laurie, c'est vers vous que je me retourne maintenant. Donc on parlait voilà, de la reprise de l'événementiel dans les sportifs. Je voulais savoir si vous avez prochainement des projets d'événements sportifs et si ça reprenait comme il se devait. Alors oui, tout à fait. Donc le 21 octobre, mon équipe et moi-même, nous lançons un défi. Je suis très fière d'en parler puisque c'est l'un des plus beaux événements que personnellement j'ai mené et que je pense que toute l'équipe a mené. Donc en fait, c'est une tentative de record du monde. Donc 100 km hommes et 50 km femmes. Et nous allons tenter ce record dans le magnifique circuit Paul Ricard, donc au Castellet. Donc on est très fiers et très heureux de reprendre l'événementiel en essayant de battre ce record. Et on espère que ça se fera dans les meilleures conditions. C'est un très beau projet en tout cas. Donc c'est top. Et donc tout à l'heure, je vous ai présenté donc, comme chargée événementielle pour le BZ Team et en même temps chargée de communication donc, pour la marque With Wedge. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos activités Bien sûr. Alors l'idéal pour moi, c'est que ce sont deux organismes qui sont partenaires. Donc moi, j'ai la chance de travailler depuis 5 ans aux côtés de Benoît Z, qui est actuel recordman de France du marathon. Et nous avons découvert ensemble cette start-up marseillaise qui est une réelle innovation française fondée par Jean-Luc Guerre, podologue de l'équipe de l'OM. Vous parliez de l'OM tout à l'heure. et en fait, donc lors du record du record du monde du Castellet, ce seront du coup les modèles Mistral qui sont nos nouveaux modèles de compétition de la marque With Wedge que porteront donc les athlètes pour tenter de battre ce record. Donc c'est vrai que c'est deux organismes, la partie événementielle avec le BZ Team et la partie vraiment produit, sport, santé, bien-être avec l'organisme With Wedge. Super, et bien écoutez, on a une petite vidéo qui présentera donc la marque With Wedge, donc la marque marseillaise. Donc, Laurie, quel type d'événement vous avez eu l'occasion d'organiser donc pour la marque et éventuellement pour le BZ Team? Alors, nous organisons depuis 6 ans une course qui est très populaire sur Marseille, qui est la course du don et qui représente le don du sang et le don d'organes. Donc c'est une course que nous avons réadaptée cette année justement avec la situation sanitaire. Nous avons fait justement une course virtuelle. Donc chacun était libre de réserver son dossard et de faire sa course. Et on a été agréablement surpris puisque nos fidèles coureurs ont vraiment joué le jeu. Nous avons également organisé un record du monde du Murph dans l'espace Bizen, qui est un nouvel espace sportif premium sur Marseille, où on a la chance d'accueillir donc de nombreux sportifs ou des personnes tout simplement qui ont envie justement de se mettre au sport. Et nous travaillons d'ailleurs sur cette salle avec plusieurs coachs. Donc on propose de la boxe, du yoga, de la PPG, préparation physique générale. Et c'était un vrai professionnel cette fois-ci qui a tenté donc de battre le record du Murph. Et on a eu la chance de s'entourer donc de l'équipe d'Alga qui nous ont permis justement de pouvoir présenter toutes l'épreuve en fait sur les réseaux sociaux. Donc tout le monde pouvait suivre cela et on espère et en tout cas on a l'envie de perpétuer cette expérience-là pour le Castellet, donc le 21 octobre, le 5 km. Donc si je ne me trompe pas, c'est un événement digital en fait que vous avez organisé. C'est ça, tout à fait. En fait c'est un événement avec des vrais athlètes qui se préparent et qui vivent l'événement. Il y a aussi les partenaires qui sont sur place et toutes les personnes qui organisent l'événement, puisque les sportifs sont souvent également entourés d'un staff. C'est quelque chose de très encadré. J'ai eu la chance de pouvoir voir ça de nombreuses fois et c'est toujours très intéressant de voir la préparation d'un sportif. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir véhiculer l'information et nous l'espérons du coup cette tentative-là à tout le monde et que tout le monde puisse suivre
en fait cet événement-là, comme le précédent, sur les réseaux sociaux. D'accord, bah, c'est parfait. Et donc en fait finalement ça a permis vraiment que vous adaptiez votre activité à la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a d'autres événements que vous avez mis en place en réponse entre guillemets à cette crise du Covid? Alors tout à fait, c'est vrai que le Covid a été assez compliqué pour l'univers du sport. Vous parliez de l'e-sport, pour l'univers du sport également, ça a été une période assez charnière. Néanmoins, avec l'équipe du BZ Team, on a organisé un Run After Corona. Ne vous moquez pas du nom, c'est moi qui l'ai choisi. Après la Corona, la bière. Il y avait une animation musicale aussi, de la bonne bière. Donc c'était un événement pour tous se retrouver finalement et devant le peloton et revivre les émotions du sport ensemble, puisque le BZ Team est une association en fait qui réunit des passionnés de la course à pied, toujours menée par Benoît Z. Et donc ça a été très agréable donc, de retrouver tout le monde. Et du côté de WizWedge, en fait on s'est servi de cette difficulté pour en faire une force. Nous avons décidé d'engendrer un crowdfunding, et donc qui est un financement participatif, en écoutant les retours de nos clients avant tout et en s'entourant de notre équipe d'experts dans la biomécanique du sport pour créer une nouvelle collection plus tendance au niveau des designs, avec des créations lifestyle pour porter également donc, cette innovation et avoir ce confort-là au quotidien, mais également avec des technicités différentes, une lame en polyamide carbone par exemple. Donc on a essayé de profiter de ce temps qu'on avait finalement pour innover et proposer de nouvelles choses. Ben, c'est super. Écoutez Laurie, je vous remercie pour ce témoignage qui nous permet en fait de bien cerner la diversité des projets que nous pouvons trouver dans le domaine sportif. Donc nous allons maintenant passer à la chronique 4.0, donc qui est présentée par notre experte en digital Marie Viel. Finalement Marie, quels sont les principaux enjeux et perspectives dans le secteur de l'événementiel sportif aujourd'hui? Merci Lise, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous sur le plateau. Tous vos témoignages nous permettent de mieux cerner les enjeux futurs de l'événementiel sportif dans sa globalité. Finalement, nous pouvons répondre de plusieurs manières à la question posée initialement. L'événementiel sportif en 2021, quelle perspective? Premièrement, le sport et le e-sport semblent avoir un futur commun de plus en plus important. On peut le comprendre notamment avec l'exemple des JO 2028 où le e-sport aura officiellement sa place. Le e-sport est un secteur émergent qui devient un nouveau moteur du monde de l'événementiel sportif sans venir nécessairement en opposition avec le sport classique. On peut le voir avec des projets comme l'émission mixant sport et e-sport portée par le Cross Région Sud, mais également l'émission d'aujourd'hui. L'événementiel sportif évolue aussi avec son temps. Les prochains défis majeurs du secteur sont déjà la reprise des activités dans un contexte sanitaire incertain. Et évidemment, l'arrêt de nombreuses compétitions a créé un manque à gagner énorme. La reprise est évidemment un défi majeur. Deuxième point déterminant selon moi, c'est l'émergence du digital dans leurs activités. La crise sanitaire a certainement joué un rôle dans l'apparition des outils numériques. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus passer à côté de l'émergence de nouveaux outils qui recréent l'événementiel sportif en digital, notamment par le biais de compétitions en live. La NBA est un bon exemple de ces nouvelles pratiques. Contexte sanitaire oblige, elle a mis au point un partenariat avec Microsoft afin d'accueillir ses spectateurs de manière virtuelle. Toujours en surfant sur la vague du digital, ils ont aussi créé une application qui permet de suivre les matchs de la NBA directement sur son téléphone. Ce nouvel outil a eu un tel succès que les spectateurs connectés sur l'application ont même dépassé le nombre de téléspectateurs de la chaîne télévisée de la NBA. Ces exemples montrent concrètement l'évolution globale du secteur de l'événementiel sportif qui, comme n'importe quel secteur de l'événementiel, a dû s'adapter à un contexte sanitaire complexe. Mais au-delà de ça, l'évolution digitale dans le secteur sportif montre une évolution globale de nos sociétés où le digital devient un acteur incontournable pour pouvoir toucher le plus de personnes possible.
En effet, Marie, je vous remercie pour votre intervention qui a soulevé des points très intéressants. Nous espérons en tout cas que la reprise va se passer au mieux pour chacun d'entre vous. Et effectivement, il semble que le digital ne soit pas en reste dans le secteur sportif et e-sportif, auquel il offre des nouvelles portes d'entrée et des solutions intéressantes et innovantes. Cette émission donc touche à sa fin. Merci à tous d'y avoir participé, c'était un véritable plaisir. N'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux, donc c'est Digital Event le MAG. Donc vous pouvez nous retrouver sur Facebook et sur YouTube pour rester informés de l'événementiel en digital. Vous pouvez aussi maintenant retrouver nos équipes donc pour plus de contenu sur le e-sport sur notre chaîne Twitch qui se nomme donc Alga TV. Et donc vous avez plus que 5 minutes pour vous abonner.